Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Mouvement des savoirs. Mouvement des savoirs, collection dirigée par Bernard Andrieux. L'enjeu de la collection est de décrire la mobilité des savoirs entre des sciences exactes et des sciences humaines. Cette sorte de mobilogie épistémologique privilégie plus particulièrement les déplacements de disciplines originelles vers de nouvelles disciplines. L'effet de ce déplacement produit de nouvelles synthèses. Au déplacement des savoirs correspond une nouvelle description. Mais le thème de cette révolution épistémologique présente aussi l'avantage de décrire à la fois la continuité et la discontinuité des savoirs. Un modèle scientifique n'est ni fixé à l'intérieur de la science qui l'a constitué, ni définitivement fixé dans l'histoire des modèles, ni sans modification par rapport aux effets des modèles par rapport aux autres disciplines, comme la réception critique ou encore la concurrence des modèles. La révolution épistémologique a instauré une dynamique des savoirs. La collection accueille des travaux d'histoire des idées et des sciences, présentant les modes de communication et de constitution des savoirs innovants. Déjà paru. Didier Séguillon, Activité physique adaptée et socio-histoire. Le domaine STAPS Activité physique adaptée au public à besoins particuliers ou spécifiques, 2020. Bernard Andrieux, Avant moi, Les idées de mon corps. 1959 à 1969, 2020. Yann Beldam et Éric Pereira dire, In situ. Repousser les frontières de l'enquête de terrain, 2020. François Potvin, L'intervention dans les pratiques physiques sportives et artistiques, responsabilité et stratégie des acteurs, 2019. Gérard Fath, Le sujet en désarroi dans les pratiques à haut gradient relationnel, 2019. Bernard Andrieux et Simon Rambaud dire, L'architecture des STAPS. 90 ans rue Lacretelle, 2018. Laurence Jean, Mon chat chez Lacan, 2018. Bernard Andrieux, Philippe Pomard, Florent Destruo et Emmanuel Vigarios, Visage hybride. Vers une anthropologie de la prothèse, 2018. Collection. This collective work was supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers JP19F18309, JP18K13052. Forward Préface. Richard Schusterman. I am very pleased to introduce this book which makes a valuable contribution to the emerging field of soma aesthetics. There are many features of this book worth commending and recommending, but I confine my comment to those that are particularly prominent. Based on a Franco-Japanese workshop on embodying, this collection of essays is truly transnational with a balance of contribution from scholars of both nations. Moreover, it is not confined to the culture of these two nations that both have strong tradition of philosophical thinking on the body. The richly somatic culture of China, from which Japan has so frequently borrowed, is also represented in this book with studies by both French and Japanese scholars. This collection experience of the living body is not only transnational but also transgenerational, combining papers by senior professor expert in somatic thought with contribution by younger scholars who have fresh eyes to consider traditional somatic practices and ideas in new ways, and whose thinking is perhaps differently shaped by the experience of growing up in an increasingly globalized environment. Besides its transnational and transgenerational dimension, and surely more important than them for the interdisciplinary or transdisciplinary field of soma aesthetics, is the book's combination and integration of different disciplines. The articles here collected include detailed philosophical theorizing about the mind-body relationship and the different ways we know and use the body. Or, to put the point less dualistically, how the soma knows and uses itself. Issue in epistemology and action theory that concern training, habit acquisition, and learning through nonverbal instruction are thus addressed in this book. But philosophical theory is here combined with close empirical studies grounded in anthropological, sociological, and sport science perspective of concrete highly disciplined body practices and their methods of training Japanese puppet theatre, Chinese Taiji Quan and Qigong, but also the core general notion common to Chinese martial art Shenfa, Light Rally Body Method. The transdisciplinary and transcultural perspective of this book make it a very useful supplement to an earlier collection of essays en soma aesthetics, Pensez encore,
Soma Aesthetic, Art et Philosophie, 2009, which was limited to Western perspective and focused more narrowly on art, aesthetics and philosophy. This collection is also helpful in showing how vast and deep are the issue and tradition it engage, and how much more inquiry in Soma Aesthetics remain to be done. Je suis très heureux de présenter une introduction à cet ouvrage qui apporte une contribution de grande valeur au champ émerge de la Soma esthétique. De nombreux aspects de l'ouvrage mériteraient d'être soulignés et recommandés, mais je limiterai mon commentaire aux plus saillants d'entre eux. S'appuyant sur une journée d'études franco-japonaises dédiée à la cognition incarnée, Embodime, ce recueil d'essais est résolument transnational, avec des contributions partagées entre spécialistes de France et du Japon. Qui plus est, il ne se limite pas aux seules cultures de ces deux nations, aussi forte leur tradition de penser le corps sous l'angle de la philosophie soit-elle. La riche culture du corps développée en Chine, à laquelle le Japon a si souvent emprunté, est également représentée dans des études menées par des spécialistes français aussi bien que japonais. Ce recueil intitulé Experience of the Living Body n'est pas seulement transnational, il est encore transgénérationnel puisqu'il associe les travaux de professeurs confirmés experts de la pensée du corps à des contributions de jeunes spécialistes qui, avec leur regard neuf, abordent les pratiques somatiques traditionnelles et les idées qui les traversent autrement, jeunes spécialistes dont la pensée est peut-être façonnée différemment pour avoir grandi dans un environnement de plus en plus globalisé. En plus de sa dimension transnationale et transgénérationnelle, l'ouvrage apporte au champ interdisciplinaire ou transdisciplinaire de la Soma esthétique de manière encore plus décisive par la combinaison et l'intégration de diverses disciplines qu'il présente. Les articles rassemblés ici incluent des théorisations philosophiques complexes sur les relations corps-esprit et les différentes manières dont nous connaissons et utilisons le corps, ou pour l'exprimer de façon moins dualiste, sur la manière dont le soma se connaît et s'utilise lui-même. Ils abordent ainsi des questions relatives à l'entraînement, l'acquisition des habitudes et l'apprentissage non-verbal, questions qui relèvent de l'épistémologie et la théorie de l'action. Mais la théorie philosophique est ici combinée à des études empiriques minutieuses, placées sous l'angle de l'anthropologie, la sociologie et les sciences du sport, sur des pratiques corporelles concrètes et très rigoureuses et leurs méthodes d'entraînement, le théâtre de marionnettes au Japon, le Taiji Quan et le Qigong chinois, mais aussi cette notion au cœur des arts martiaux chinois, le Shenfa, littéralement la méthode du corps. La perspective transdisciplinaire et transculturelle de l'ouvrage en fait un complément très utile à un recueil d'essais antérieurs sur la Soma esthétique, Pensée en corps, Soma esthétique, Art et philosophie, 2009, qui se limitait aux approches occidentales et se concentrait sur l'art, l'esthétique et la philosophie. Le présent recueil permet encore de révéler à quel point les problèmes et traditions qu'il aborde sont vastes et profonds, et combien il reste à faire en Soma esthétique. Introduction. Pour une nouvelle philosophie du corps, les potentialités du corps vivant au révélateur des techniques du corps. Alexandre Legendre, Haruka Okui. Le thème du corps est au cœur des préoccupations de la philosophie depuis son origine. Braunstein, Sylvestre et Pépin 1999, Marzano 2007. Mais loin d'être saturé, il n'a eu de cesse au contraire d'offrir au fil de l'histoire des approches originales, et ainsi d'alimenter indéfiniment les débats en déployant des perspectives inédites. Le renouvellement du discours contemporain à son endroit provient de sources diverses mais trois facteurs majeurs, plus ou moins coordonnés, ont contribué, semble-t-il, à lui conférer ces orientations présentes. La diffusion du prisme phénoménologique, d'une part, qui met en exergue l'importance de l'incarnation, et par suite, la dimension subjective du corps, Des Husserl, Franck 1982 puis chez Merleau-Ponty, Angelino 2008 et dans son sillage. Les avancées des sciences modernes sur le terrain de la cognition, d'autre part, lesquelles, en insistant sur le soubassement corporel de la pensée, Johnson 1987, Varela, Thomson et Roche 1991, Lakoff et Johnson 1999, conduisent à une réévaluation permanente de ses modalités et prérogatives ainsi que de celles de la conscience. Enfin, la multiplication des travaux ethnographiques sur les techniques du corps, Mauss 1934, et leur pédagogie,
qui érige ces dernières en authentiques objets de recherche, Spatz 2015, et le corps lui-même en vecteur épistémologique, Berthelot 1998, d'une matière à décrire, Julien, Rosselin et Varnier 2006, propre à enrichir notre connaissance des cultures motrices, Berthoz 1997. Autant de nouvelles approches scientifiques qui s'étayent sur une valorisation sans précédent de la place du corps dans la société, Le Breton 1990, Juvin 2005. À la faveur de ce tournant corporel Sheets Johnstone 2009, les philosophes, pourtant traditionnellement si peu enclins à le faire, durent non seulement reconnaître qu'il n'y avait de pensée que sise dans cette image privilégiée que j'appelle mon corps, Bergson 1889. Corps qui lui assure son être au monde, Heidegger 1927, sa complicité avec la chair du monde, Merleau-Ponty 1964. Mais encore que ce même corps, intelligent C.S. Purgy 2006, puisse lui-même être l'auteur de pensée, Doganis 2012. Ce qui eut des répercussions majeures sur le plan méthodologique, la nouvelle philosophie du corps, Andrieux 2002, exigeant aujourd'hui un changement de posture radicale. Elle n'est plus en effet l'affaire d'un esprit spéculatif et désincarné, cogito, conscience, soi, ou toute autre instance métaphysique, qui éploierait à l'envi la puissance intellectuelle la plus pure via des concepts forgés a priori. Elle requiert désormais un engagement corporel réel et complet, ainsi que la manipulation de concepts opératoires dérivés de ces expériences in situ, qu'ils proviennent de sensations, mouvements et paroles spontanées et involontaires, de divers degrés d'éveil conscience, ou encore d'interaction. L'examen a posteriori des données glanées au gré de ces nouvelles investigations du corps vivant a permis d'ouvrir la philosophie au champ du mouvement, du geste et des techniques du corps, Guérin 1995, Noé 2015, de tous horizons, comme aux innombrables modulations de présence, Noé 2012, Éveil et conscience, Schusterman 2008, qui les sous-tendent. C'est dans ce contexte que s'est tenue en juin 2016, dans le cadre de la première Body Week, une journée d'études transnationales et transdisciplinaires intitulée « Experience of the Living Body ». L'objectif de cet atelier franco-japonais, composé de 3 chercheurs japonais et 4 chercheurs français, était d'offrir à des chercheurs, jeunes ou confirmés mais partageant un intérêt commun pour cette philosophie du corps nouvelle, un espace où présenter leurs travaux et engager la discussion. Il fut l'occasion d'investiguer les potentialités du corps vivant, au-delà de ce que l'esprit pur pouvait appréhender par ses seuls moyens. Parler de corps vivant, en effet, ce n'est pas seulement s'intéresser au corps actif, c'est chercher à dépister les leviers et ressorts de cette activité en deçà même de ce qui apparaît à la conscience, avant le corps vécu, partant le discours, autrement dit dans l'instant de leur immersion, Andrieux 2016. Les leviers et ressorts que seule l'investigation de pratiques corporelles, qu'il s'agisse d'art gestuel, performance, exercices religieux ou encore d'arts martiaux, est donc à même de révéler, lieu privilégié pour l'expression des inconscients corporels et moteurs, par le bas 1981. L'attention qui a été portée à cette occasion aux modifications affectant la conscience corporelle, quantitativement et qualitativement, ses différents degrés d'éveil et ses modalités, lors de l'acquisition des techniques corporelles a permis, d'une part, de poursuivre l'examen philosophique du corps, d'autre part, de mieux comprendre les techniques corporelles elles-mêmes par la réflexion collective qui succédait à chaque intervention, et ainsi d'œuvrer au raffinement de leur pédagogie. Le présent ouvrage est le résultat collectif, et différé, des présentations réalisées lors de cette journée d'études et des échanges qu'elles ont suscités. Il rassemble 6 textes de conférenciers, ainsi que 2 témoignages d'expérience. Le premier texte, de la main de Tadeshi Nishihira, professeur à l'université de Kyoto, éclaire le problème du dualisme corps-esprit à la lumière des pratiques traditionnelles japonaises et de l'interprétation qu'en donne le philosophe Toshihiko Izutsu, et dans une moindre mesure Kitaro Nishida. Une expression retient particulièrement son attention, no mind and no body, ni corps ni esprit, issue de la pensée de Maître Dogen, fondateur au XIIIe siècle de l'école Soto, la principale école du bouddhisme zen au Japon. Au terme d'une analyse extrêmement minutieuse qui s'autorise même des détours par l'Occident, notamment Merleau-Ponty, Nishihira nous montre comment cette expression, loin de toute considération ontologisante et donc de toute tendance réductionniste, sous couvert d'inviter à la négation pure et simple du corps et de l'esprit,
fait signe en réalité vers une voie médiane qui permette leur réarticulation spontanée, souple et fluctuante sous l'impulsion de l'énergie du milieu. If the whole energy of the field enacted, a mind-body relationship within itself. Bernard Andrieux nous présente ensuite les récentes avancées de ses investigations du corps vivant. Prenant acte du hiatus ontologique et épistémologique entre ce qui se produit dans mon corps et l'expression linguistique que je peux en donner, faits acquis dans le tome 1 de l'émersiologie, il examine le potentiel sémantique du corps à la fois en deçà et au-delà de ce que la conscience est capable d'en appréhender. La portée du texte présenté ici est avant tout épistémologique. Il s'agit de déterminer à la fois les modalités d'apparition, des émersions, du corps vivant, et les outils propres à en assurer la saisie, avec leurs limites et conditions. En l'occurrence, d'une part un mode d'expression plus proche de la pensée des flux Deleuze que de la pensée allégorique, précise-t-il, et qui remet en cause la transitivité de la relation signifiant-signifié. D'autre part, le rôle de l'émersence, lequel rend préhensibles les signes émersifs en éveillant le vivant du corps pour activer la production d'un sens inédit et inconscient au sujet. Et parce que le vivant débordera toujours infiniment le vécu, le corps ne parvient pas toujours par lui-même à exprimer dans un vécu ce vivant qui le traverse. Ce texte nous encourage encore, en creux, à porter davantage notre attention sur les actes du corps vivant plutôt que sur les représentations du corps vécu. Après ces deux premiers textes qui fournissent à l'ouvrage son cadre théorique, les 4 textes suivants présentent les résultats d'enquêtes ethnographiques menées sur 4 terrains distincts, chacun selon une perspective qui lui est propre. Akira Kurashima, professeur à l'université Kwansei Gakuin, s'interroge d'abord sur l'importance que revêt la pratique solitaire des formes codifiées dans le tai chi traditionnel, plus précisément, sur l'intérêt pédagogique d'un tel dispositif dans le processus des apostrophes. Assimilation des techniques corporelles elles-mêmes, puis réflexivement au sens optique, pour le corps lui-même, et met pour cela à contribution les analyses canoniques de Bourdieu, ayant trait à la synchronisation du corps, et Merleau-Ponty, ayant trait au corps vécu, pour mieux en montrer les limites. Ces 2 auteurs, pour s'être essentiellement intéressés au corps habituel, ont laissé dans l'ombre, nous dit-il, une propriété latente du corps qu'un tel entraînement est à même de révéler. Sa coordination totale, radicale coordination. Marceau Chenot et Estelle Villard s'intéressent quant à eux au mouvement spontané, qu'ils pistent dans différentes déclinaisons de pratiques provenant d'horizons variés. Qigong spontané Chine, Katsugen Endo Japon, Latihan Indonésie, Mouvement authentique USA, Continuum Movement USA. Autant de modalités bien différenciées dont il s'emploie néanmoins à identifier le dénominateur commun, pour ériger un paradigme, réduire le régime de l'activité mentale réflexive et analytique et stimuler une attention centrée sur les perceptions kinesthésiques. Ce qui revient à abandonner le contrôle conscient au profit de l'attention somatique. Et de conclure que cette spécificité du mouvement spontané le distingue au sein d'une typologie des gestuels dont il représente, par conséquent, une catégorie singulière. Haruka Okui, de l'université d'Oshisha à Kyoto, s'appuie ensuite sur une observation méticuleuse de l'entraînement gestuel dans le théâtre de marionnettes d'Awaji pour élucider la complexité de la pédagogie des techniques corporelles. Partant du constat liminaire que les recherches sur l'acquisition des techniques et sur la communication corporelle ont rarement été mises en relation, il pallie ce défaut en investiguant les modalités de transmission des techniques en usage lorsque la différence de niveau entre maître et élève, rédhibitoire, disqualifie le langage articulé. Il souligne ainsi le rôle crucial joué par 2 formes des instructions préarticulées, les consignes gestuelles avec l'imitation pour ressort et les onomatopées. Parce qu'ils échappent à la sphère des représentations mentales, ces 2 leviers pédagogiques permettent certes, explique-t-il, la communication entre les 2 protagonistes malgré leur disparité de niveau, mais l'éloquence corporelle dont ils font montre n'étant pas circonscrite dans les limites du langage, et de ce fait, faute de base commune, elle risque aussi de déborder très largement les intentions de l'émetteur et amener des contresens. Enfin, Alexandre Legendre et Stéphane Ibrahim prennent prétexte d'une difficulté de traduction pour sonder le corps vivant et ses propriétés. Les entretiens qu'ils ont menés auprès de maîtres enseignant les arts martiaux chinois ont révélé que le Shenfa, pierre angulaire de ces disciplines, renvoyait aussi bien à la capacité mécanique de lier ensemble les parties du corps,
qu'à la faculté cognitive que possède ce dernier de décider de son action sans l'entremise de la pensée consciente. Enfin, dans son acception vitaliste, il désigne encore ce déterminisme insaisissable du corps vivant qui l'incline à maximiser toujours son efficience. Cette polysémie du terme le rend évidemment intraduisible, mais irréductible, il n'en est pas pour autant incompréhensible. Aucune des propriétés qu'il embrasse n'est en effet ignorée de la science, et on trouverait même dans l'expression de sens du corps, cher à Bilter sinon un équivalent, du moins un contrepoint d'une richesse comparable. Mais son principal intérêt réside ailleurs. La fonction de ce concept opératoire n'est pas théorique sinon pédagogique, à savoir aider l'apprenant à exploiter tout le potentiel du corps vivant, y compris ses pouvoirs les mieux enfouis, aussi incontrôlables puissent-ils paraître. Intercalés entre ces 6 articles à vocation scientifique, 2 autres textes, plus courts et d'un format plus libre, enrichissent encore l'ouvrage par l'éclairage très concret qu'ils apportent aux problèmes qu'il aborde. Des témoignages de praticiens qui achèveront de prouver combien, sur ces questions, la frontière entre théorie et pratique, poreuse, s'avère artificielle. Gilles Soki-Moku nous fait ainsi partager une expérience de la cérémonie du thé d'une richesse et profondeur rarement égalée. Depuis la découverte de ses usages les plus ordinaires, dans le cadre de tractations commerciales, jusqu'aux expressions les plus subtiles de son ultime raffinement, en tant qu'art, révélé au prix d'une patiente initiation qui devait l'élever au rang de maître. Une expérience recueillie en Chine et au Japon, qui possède cet autre mérite de souligner les contrastes existants au sein de l'une des traditions les mieux partagées d'Asie. Enfin, Basile Doganis, philosophe et cinéaste, rend un hommage vibrant à l'une des plus grandes figures du Bhutto, Komuro Bushi, qui l'aura accompagné pendant les 10 dernières années de sa vie pour lui consacrer un court-métrage. La démarche qui sous-tend l'œuvre du danseur séduit et interpelle autant que celle de l'auteur lui-même. À cet artiste en mouvement perpétuel, nomade, traversé d'errance, il fait l'offrande d'un film dansé, et ici d'un texte, plein, total et parfaitement déterritorialisé, à mi-chemin de tous les chemins. Danse, cinématographie et philosophie. Les différents textes qui composent ce recueil témoignent de la fécondité de cette journée d'études. S'ils correspondent évidemment aux propos tenus par les conférenciers lors de la journée d'études, ils ne se contentent pas de les retranscrire à la lettre, les auteurs ayant préféré tirer profit des échanges nourris qui ont suivi les différentes présentations pour offrir au lecteur une version plus élaborée de leurs travaux. Le recueil dans son ensemble se présente lui-même comme un kaléidoscope. Si le nombre d'études proposées est bien fini et limité, chacun des chapitres fait saillir un aspect, une propriété ou un problème isolé par son auteur en tant qu'il était considéré comme intrinsèquement lié au corps vivant. L'ouvrage n'a par conséquent aucunement la prétention d'épuiser un sujet au demeurant si complexe, seulement d'amorcer une démarche exploratoire située à l'intersection de la philosophie, de l'anthropologie et des sciences cognitives, autour d'un objectif commun, celui de révéler les ressources insondables du corps vivant, ressources qui se dérobent à l'examen purement spéculatif mais que les expériences corporelles laissent entrevoir. En offrant une visibilité à ces pratiques, puis un espace à la discussion ensuite, les auteurs expriment encore leur attachement à une philosophie du corps capable de rendre compte de la richesse intarissable des expériences corporelles, et de rappeler l'extrême profondeur de notre être au monde ordinaire et quotidien. Le Laozi s'ouvre sur ces mots, Dao Ke Dao Fei Chang Dao, la voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix, traduction Stanislas Julien. De même le corps vivant mutatis mutandis. Ce que l'on peut dire du corps vivant n'est pas le corps vivant. Dès lors que le discours se pose sur lui, il n'est déjà plus vivant mais vécu. Une aporie qui tient à notre condition d'homme, le corps vivant n'est saisissable que dans l'instantanéité de sa manifestation. La médiation de la conscience, nécessairement dilatoire, nous en détache inexorablement. Pour autant le Laozi ne renonçait pas au discours, seulement à la prétention de circonscrire le Tao, de l'enclore par les mots. Il déploie pour cela un langage qui, pour abscons qu'il paraisse de prime abord, invite surtout à la réserve. Le présent ouvrage assume une posture comparable.
Cherchant à repousser au plus loin les limites de ce qui au sein du corps vivant est connaissable, il s'emploie via des expériences corporelles à l'appréhender lui-même tendanciellement. Sans pour cela se priver complètement de ce qui demeure le meilleur médium du savoir, aussi imparfait soit-il, les mots. Et pour tenter de compenser les défauts et limites inhérents à leur usage ordinaire, à savoir une incapacité à rendre compte du mouvant si admirablement souligné par Bergson, il cherche, tantôt en deçà des catégories du langage, tantôt dans ses régimes singuliers, métaphores, onomatopées, un interstice qui permette de mieux observer l'interdépendance du corps et de l'esprit, de la nature et de la culture. Bibliographie. Angelino, L. 2008. La priori du corps chez Merleau-Ponty. Revue internationale de philosophie 244 2, 167 à 187. Andrieux, B. 2002. La nouvelle philosophie du corps. Ramonville-Saint-Agne, RS. Andrieux, B. 2016. Sentir son corps vivant, Émersiologie 1. Paris, Librairie philosophique Givrin. Bergson, H. 1889-2003. Essai sur les données immédiates de la conscience. Paris, Presse universitaire de France. Berthelot, J. Monsieur, 1988. Le discours sociologique et le corps. Quel corps 34 à 35, 72 à 83. Berthoz, A. 1997. Le sens du mouvement. Paris, Odile Jacob. Braunstein, Sylvestre F. Esperluette Pépin, J.F., 1999. La place du corps dans la culture occidentale. Paris, Presse universitaire de France. C. Esprey, G. 2006. The Clever Body. Calgary AB, University of Calgary Press. Doganis, B. 2012. Pensée du corps. La philosophie à l'épreuve des arts gestuels japonais, danse, théâtre, arts martiaux. Paris, Belles Lettres. Franck, D. 1981. Chair et corps, sur la phénoménologie de Husserl. Paris, édition de Minuit. Guérin, Monsieur, 1995. Philosophie du geste. Arles, Actes Sud. Heidegger, Monsieur, 1927-1964. L'être et le temps. Paris, Gallimard. Johnson, M.L. 1987. The Body in the Mind, The Bodily Basis of Meaning, Imagination and Reason. Chicago, Hill, University of Chicago Press. Julien Monsieur P. Rosselin C. Esperluette Varnier J.P., 2006. Le corps, matière à décrire. Corps 1-1, 45 à 52. Juvin, H. 2005. L'avènement du corps. Paris, Gallimard. Lakoff, G. Esperluette Johnson, M.L., 1999. Philosophy in the Flesh, The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. New York NY, Basic Books. Le Breton, D. 1990. Anthropologie du corps et modernité. Paris, Presse universitaire de France. Marzano, M.M. 2007. La philosophie du corps. Paris, Presse universitaire de France. Mauss, Monsieur, 1934-1936. Les techniques du corps. Journal de psychologie 32 3 à 4, 365 à 386. Merleau-Ponty, Monsieur, 1964. L'œil et l'esprit. Paris, Gallimard. Noé, A. 2012. Varieties of Presence. London, UK, Harvard University Press. Noé, A. 2015. Strange Tools Are and Human Nature. New York NY, Hill and Wang, A Division of Farrar Straus and Giroux. Par le bas, P. 1981. Contribution à un lexique commenté en sciences de l'action motrice. Paris, INSEP. Sheets Johnstone, Monsieur, 2009. The Corporeal Turn, en Interdisciplinary Reader. Exeter, UK Imprint Academy. Schusterman, R. 2008. Body Consciousness, A Philosophy of Mindfulness and Somesthetics. Cambridge, UK Cambridge University Press. Spatz, B. 2015. What a Body Can Do, Technique à Knowledge, Practice à Research. London, UK Routledge Taylor et Francis Group. Varela, F.J. Thompson, E. Esperluette Roche, E. 1991.
The Embodied Mind, Cognitive Science and Human Experience. Cambridge, MI Press. Chapter 1. No Mind and No Body, Consciousness and the Body from a Japanese Philosophical Perspective. Tadashi Nishihira. Introduction. This paper discusses the mind-body relationship from the Japanese philosophical idea of no mind and no body. The notion of no mind and no body comes originally from Zen Master Dogen, Dao Yuan 1200-1253. Master Dogen coined the famous phrase, casting off of body and mind, Shenshin Tuoluo Shinjin Datsuraku, which means the ultimate freedom from mind-body dualism. In the direction of casting off of body and mind, the mind égale subject is extinguished and the object égale body disappears as well. The Japanese modern philosopher Nishida Kitaro, Xitianji Duo Lang 1870-1945, referred to this phrase several times and replaced it with the expression, to empty oneself and see things. He recommended that one make the ego empty and become one with things. Or he paraphrased this idea into the word, things come to me and illuminate me. It is not my own intentionality, which is a movement from the I to things, but rather the manifestation of things which is the advent from things to me. Things see me, illuminate me, and emerge within me. In the Japanese traditional art sumo, judo, tea ceremony, etc., this wisdom is understood as a final destination after a long training process. Here I will try to examine such wisdom in order to define a new dimension of the living body, corps vivant. The point of our discussion will be that this new dimension emerges not only beyond an antagonistic dualism, but also beyond a syncretic unity. 1. No mind, and the interpretation of a particular state of a master musician. 1.1. The term no mind. The first keyword I shall discuss is no mind, Wushin Mushin. It is a commonly understood term for Japanese people, even if it has no clear definition. The term carries with it the implication of innocence, self-forgetfulness, of merging fully with a particular endeavor. A French dictionary show an example. Un enfant qui est absorbé dans son jeu. Children can be so concentrated on their playing that they no longer think. Not in the sense that they have lost their means, but that somehow their thinking is of a different quality from ordinary thinking. Our question is that if this psychological state of no mind is identical with the state of unconsciousness. I will try to distinguish the state of no mind from the state of unconsciousness. Correctly speaking, no mind should be discriminated not only from ordinary consciousness but also from unconsciousness. A state of awareness, no mind is not identified with the state of being without consciousness, or unconscious, or in a state of syncretic unification. On the other hand, this awareness is not the same as the ordinary, everyday ego-based consciousness which is a function of the subject. In this paper, I will never use the term awareness as a function of the subject. In my terminology, consciousness is a function of the subject, while awareness is a particular state which emerges beyond the subject, precisely, beyond the antagonistic subject-object dualism. We can conceive of this as three different stages, wherein we can find the two faces of no mind. Figure 1. Difference of two no mind. The term no mind in this paper has two stages. First is the stage of no subject and no object, 2, which means syncretic unity or the ultimate pure unification of Eastern mysticism. Or we may understand it, ontologically, a no consciousness and no world, a non-being in tranquility. On the other hand, the term no mind has in itself a new stage, 3, which emerges from syncretic unity. Although we may understand it as a contradiction, according to Eastern philosophers, non-being, syncretic unity, inevitably engenders this new stage. It is thought that if no mind is authentic, it would not stay sleeping in this tranquility. Rather, it gives birth to this new state dynamically. Thus, it is better to understand no mind not as a mental state, but as a dynamic event in which a new creativity is occurring. I am getting ahead of myself. For this first section,
What I want to stress is that there are 3 stages and that there is a third stage of no-mind awareness, which is distinct from the subject in the subject-object antagonistic dualism. We will examine this problem later. 1.2. The master musician no-mind a new awareness identified with the music. No-mind does not refer to a literal absent-mindedness. No-mind is not a state in which one loses one's mental capacities. Nor is it a state of losing perception or of mental torpor, or even of ecstasy. Rather it can be described as the intensification, or the actualization of no-mind and is explained as a particular psychological state. What kind of psychological state is that? Japanese philosopher Toshihiko Izutsu, who succeeded D.T. Suzuki at the Eranos Conference, wrote that it is the highest point of tension. Izutsu 1969 page 89, and it works with utmost intensity and lucidity. Accomplished artists and athletes sometimes reflect on and describe an amazing performance, saying I was in the zone and simply flowed with it. Or the brush just seemed to move on its own. They do not describe their experience as a state of unconsciousness but rather an altered, heightened state, a sense of ease and oneness with their craft. This is what Izutsu alludes to when he says that the performer is in the state of utmost intensity and lucidity. Let us consider the concrete example which Izutsu studied, a master harp player. When a virtuoso plays, she describes the situation as one in which the harp plays itself, just as it beckons to be played by its very nature. There is no perceived effort on the part of the musician, but rather a harmonious engagement with that which is played. There is neither player nor played, musician or instrument. There is a harmony, or a supreme confluence of subject and object. Izutsu comment? The aesthetic tension of his mind runs so high throughout his whole being that he himself is the music he is playing. Izutsu, 1969 page 90, the virtuoso becomes the music, and does not play the music. The music becomes the virtuoso. The two have become one. Izutsu goes on to say, paradoxical as it may sound, the virtuoso is so fully conscious of himself as identified with the music that he is no longer conscious of his act of playing in any ordinary sense of the word, ibidem. The musician has not forgotten himself. On the contrary, he has acquired a new awareness of himself in concert with the music. When a musician remains in the consciousness of playing an instrument, then the musician and the instrument are separate and distinct fields of consciousness. For example, when I myself tried to learn to play a small harp, I was frustrated with the control of my fingers and the harp felt so unfamiliar. The instrument never quite yielding the right tone, felt far away from me, or even opposed to me. He a subject, dared to control the instrument an object, but in vain. It is, however, not so in the case of the virtuoso. Similarly, an excessive amount of conscious effort also results in the same dichotomized self and instrument paradigm. It is precisely this dichotomization which engenders the self-consciousness of the musician. Virtuosos, however, do not experience such dichotomization. That is because, after long training for many years, they have completely entered the music and become one with it. The virtuoso is neither separate nor distinct from his instrument. The virtuoso is the music. That is not to say that the virtuoso becomes unconscious but rather that he loses self-consciousness and experience an intense awareness of union with his instrument. What then shall we term this state of awareness which is neither the consciousness governed by the ordinary self nor unconsciousness? Izutsu came up with the term supraconsciousness in his text. Supra is the Latin prefix meaning above, over. It can be contrasted, therefore, with pre-semi-consciousness and the subconscious. In our discussion, however, we would like to call this state embodied mind, in which the virtuoso is no longer conscious of his or act of playing. The virtuoso has completely entered the music and become one with it, and she is neither separate from his or own body nor distinct from his or instrument. Without being one with his or own body, the virtuoso can never become one with the music. We can remember here the term of oneness of mind and body, psychosomatic oneness, Shinshen Iru Shinshin Ichinyo.
In the modern Japanese language, this term is much popular than the term Shenshin Tuoluo Shinjin Datsuraku, casting off of mind and body, which we are now investigating. And interestingly, these two terms are used sometimes interchangeably. Casting off of mind and body is substituted for the oneness of mind and body. So far, we see that this relationship has two steps. At first, one must cast off of mind and body, and then one attains the oneness of mind and body. We will see, however, in section 3, that distinct from both oneness and casting off is the self-expression of the whole energy of the field of no mind and no body. One more consideration here that I would like to add is that it is important to verify the different presuppositions between Western theoretical tradition and Eastern philosophers. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.